à toutes et tous. Donc voici le numéro 6 de Fermentation poétique. Et pour cette occasion, nous accueillons Yves-Jacques Boin. Alors avant de lui poser quelques questions, je tiens à vous le présenter au travers de son dernier recueil qui s'intitule « Ce que je serre dans mes paumes » et paru aux éditions Encre Vive dont nous avons parlé la dernière fois. Alors Yves-Jacques est à la fois poète et comédien, il est également chroniqueur dans la revue Décharge. Il a participé à beaucoup de revues, comme l'écrit Chantal d'Anjou dans la 4e de couverture. Mais c'est aussi un poème qui ne s'exprime que rarement, qui fait silence, puis libère enfin sa parole, qui nous est chère. Alors, on sait la rudesse des mots, leur désinvolture, leurs mensonges, la beauté comme leur mesquinerie. Et la société actuelle nous le montre trop souvent avec les politiques, les journalistes médiatisés, pour lesquels les mots ne représentent que leur manière de penser, de voir le monde avec leur esprit étriqué et délétère. Alors Yves-Jacques, par son élégance, je trouve, sa retenue, avec un charme profond, se réapproprie les mots dans leur vérité, dans leur fragilité, et ou devrais-je dire plutôt les confie donc au poème et à nous, ses lecteurs, sur sa vie, ses attentes. Il nous restitue donc un réel qui si souvent nous échappe. Et donc, je termine cette brève introduction en vous laissant le plaisir d'écouter donc Yves-Jacques lire un poème de ce recueil, Ivresse astronomique de la conscience. Ivresse astronomique de la conscience. À l'heure où j'écris ce poème, j'aimerais dire le nombre des blessures d'amour. En lisant dans les plaies, je connaîtrai le monde. Dire le nombre des regards où l'espoir s'éblouit. En lisant la lumière, je connaîtrai la vie. Dire le nombre des sourires qui traversent le cœur. Et lisant sur les lèvres, je connaîtrai la joie. Dire le nombre des caresses qui offrent au corps sa seule raison d'être. En lisant sur la peau, je connaîtrai la mort. Dire tous les poèmes taiseux qui patientent dans les livres. Et lisant leurs désirs, je connaîtrai le souffle. Unir enfin blessure, regard, sourire, caresse et poème. Pour glisser les zéros du nombre au bras du bonheur qui n'existe que par le verbe. Ayant bu jusqu'à la lie, la fiole de la folie, son alcool me révélera peut-être la connaissance suprême, à l'heure où j'écris ce poème dont je suis l'ignorant. Alors bonjour Yves-Jacques. Alors je te souhaite bienvenue dans ce numéro 6 de Fermentation poétique. Et donc je voulais avoir cet entretien avec toi et te poser quelques petites questions. Alors la première déjà, c'est pour te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es poète, chroniqueur, comédien et comme je l'ai indiqué précédemment. Alors, peux-tu nous dire comment en fait s'harmonisent en toi ces trois états qui sont sans doute des passions et y en a-t-il une de plus essentielle pour toi? Oui, alors écoute, merci de me poser cette question, Jean-Michel. En fait, tu me donnes l'occasion de me remémorer comment la poésie s'est introduite vraiment dans ma vie définitivement, quoi. Je crois que c'est la poésie qui a tout déclaré en moi depuis mon plus jeune âge. Je me souviens du premier recueil de poésie que j'ai eu en main, c'est pour dire. Oui, oui. Je l'ai toujours en ma possession. Il s'intitule encore Voici des roses. C'est pour te dire. C'était une anthologie pour les enfants qui avait été éditée en 1935, que j'ai eu moi sous les yeux plus de 20 ans plus tard. Auquel plusieurs poètes ont participé, j'imagine. Oui,
absolument. Ouais. Oui, oui, il y avait des poètes connus. Hein. Il y avait, parmi eux, il y avait Victor Hugo, il y avait Géraldi, Lamartine, mais il y avait aussi des poètes dont le nom nous est totalement Inconnu, oui. connu. Enfin, en tout cas à moi, hein. Une Rosemonde Gérard, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Et c'est un recueil qui ne m'a jamais quitté, en définitive. Voilà. Je peux pas dire que je l'ouvre tous les jours. Hein. Non, non, bien sûr, mais bon, il était précieux. Oui, absolument. Voilà. Et puis, et bien ensuite, bon, après l'école primaire, tout ça, je suis rentré au lycée. Et puis, c'est une amie, une camarade de classe, qui avait repéré que j'aimais la poésie. Moi, je ne m'étais pas du tout rendu compte de cette chose-là. Et qui m'a proposé de créer un club de poésie dans mon lycée. Et effectivement, on a ouvert ce club. Et elle m'a dit, mais tu connais la poésie? Ben, je dis, non, pas vraiment. Alors elle m'a dit, faut que tu lises. Et Oui, elle voilà. m'a conseillé de lire Capitale de la douleur, Quand c'est bien, Débarcadère, donc Éluard, Desnos, Supervielle, tu vois. Oui, oui, tous les grands noms de la poésie contemporaine à l'époque, quoi. Absolument. Voilà. C'était vraiment pour moi une grande découverte, quoi. Et donc, alors après dans le club de poésie, bon, on lisait chaque semaine, on faisait une rencontre et on lisait pour les camarades et puis pour les profs qui venaient quand même, Écoutez, ouais. qui nous honoraient absolument de leur présence. Tout ça, c'était en 1968 ou 69. Oui, donc, oui. Voilà. On s'en Et puis souvient. Ensuite, ensuite, je suis arrivé en fac. Ouais. Je suis entré en fac de lettres, faute de savoir quoi faire d'autre, d'ailleurs. Et puis, une des premières choses que j'ai repérées sur un tableau d'affichage, je voyais un Daniel qui proposait des rencontres poétiques dans la fac. Ouais. Donc, j'y suis immédiatement allé. Et puis, là aussi, on lisait des poèmes à n'en plus finir, des poètes qu'on aimait, et puis nos poèmes aussi, qui étaient peut-être pas les meilleurs, loin de là. Et puis, j'ai rencontré là une étudiante qui s'appelait Ghislaine aussi, et qui m'a dit, mais dis donc, tu lis pas mal, tu devrais faire le conservatoire. Tu avais déjà ce don-là de réciter les poèmes, enfin, de dire les poèmes, en fait. Voilà, il semblait. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ça, un conservatoire? Elle me dit, mais il y a des conservatoires d'art dramatique à Tours, hein, puisque c'était à Tours. Ah oui. Et donc, je me suis rendu dans ce conservatoire et j'ai commencé à apprendre l'art dramatique et le métier de comédien, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je dis toujours d'ailleurs, en ce qui concerne le théâtre, que c'est mes amis qui m'ont forcé à faire du théâtre. Et puis, à l'issue de chaque année, il y avait un concours de ce conservatoire, et j'ai eu un premier prix de diction avec un poème qui s'appelait Les Amis Inconnus, qui était un poème de Supervielle. D'accord. Ça a été pour moi vraiment aussi un point de départ très 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 important. J'imagine, oui. Quoi. J'imagine. Voilà, donc je lisais en permanence des poèmes dans ma chambre, sur les plateaux de théâtre, dès que j'ai pu le faire et dès qu'on me le proposait, quoi. D'accord. Et puis ensuite, étant à Paris, je suis monté à Paris en 75, j'ai rencontré des gens, j'ai créé j'ai effectivement publié quelques textes dans les revues, avec un ami, Patrick, en l'occurrence, on a créé la revue Courant d'ombre. Ah oui. Je ne sais plus comment on s'est rencontrés, mais en tout cas, tu m'as proposé d'éditer des textes sur Pacha Sulaire. Oui, oui. Le milieu est petit, alors c'est sans doute pour ça qu'on s'est rencontrés. Comment? Le milieu est petit de la poésie, donc c'est sans doute pour ça qu'on s'est rencontrés. Oui, absolument. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai aussi travaillé ça, c'est deux excellents souvenirs. J'ai travaillé
assez régulièrement à l'Institut hongrois, D'accord. Ouais. qui est juste à côté de la place Saint-Sulpice, Ouais. où là, il y avait des rencontres de poésie, et je lisais les poètes invités, je lisais leurs poèmes en français. D'accord. Puis, plus récemment aussi, j'ai fait des rencontres à l'Institut roumain. Voilà. Et c'est deux souvenirs importants dans ma vie, quoi. Voilà. Et puis, à Dijon même, après m'être occupé d'un festival littéraire pendant une dizaine d'années, j'ai continué en créant des rencontres que j'avais appelées Tempoésie, où j'invitais chaque mois un poète français, je dirais, et puis en finale, j'invitais 3 poètes étrangers. D'accord. C'est comme ça donc qu'on a vu passer les poètes allemands, espagnols, italiens, etc. Voilà. À Dijon, ce qui était plutôt un beau moment aussi. Voilà. Donc, tu vois que en fait, l'harmonie de ces 3 mouvements, le fait d'écrire des poèmes, de lire les poètes, parler de la poésie de ces poètes, ça s'est fait naturellement, pour répondre directement à ta question. Oui, bien sûr. Oui. Et voilà, et toutes ces manifestations-là participent d'une même émotion pour moi, qui est la passion pour cette écriture poétique. Bien sûr. Oui, cette période-là a été riche en rencontres, en fait. Hein. Oui. Mais en fait, malgré tout, non, tu as peu publié, finalement. Donc, est-ce que, justement, parce que le temps t'a manqué, comme tu t'occupais des autres poètes, ou parce que la parole des poètes, justement, était plus importante, passée en avant, ou alors c'était pour toi comme reprendre en compte, en fait, leurs poèmes, leur poésie, et donc qui t'empêchait un peu d'être toi-même, de vouloir aller jusqu'au bout de ton écriture. Oui. Alors effectivement, c'est un petit peu le mélange de tout ça, je dirais. Lorsque je dis un poème, en fait, ou lorsque je lis à voix haute, en fait, ce poème, je le fais mien. Je considère qu'il m'appartient, qu'il est à moi, au moins le temps de la profération. Ça ne m'empêche pas après de dire, voilà, Bien sûr. de madame ou de monsieur Intel, tu vois. Mais je dirais que, évidemment, je sais que j'écris, je sais que c'est ce qui me fait respirer le plus profondément, avec le fait de dire des poèmes. Mais ça m'est arrivé à 1 ou 2 reprises d'entendre, à l'occasion d'une rencontre poétique, d'entendre quelqu'un dire un poème, et à la fin de dire, oh, mais c'est un poème qui est pas mal, ça, c'est de qui? La personne éclate en rire, me disant, mais il est de toi, ce poème. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce en fait, quand on entend un poème qu'on a soi-même écrit, on ne le reconnaît pas. C'est vrai qu'il y a une certaine transposition qui s'effectue, un peu comme une traduction, en fait. Hein. La lecture se le réapproprie, oui. D'accord. Et en fait, c'est une interprétation autre, une interprétation nouvelle, une autre voix. Donc, effectivement, on le prend très, très différemment. Mais donc, c'est plutôt bien, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, par contre, pour répondre aussi à ta question un petit peu plus précisément, moi, j'ai une difficulté pas possible à solliciter les éditeurs. Hein. je prends jamais le temps de vraiment le faire. J'ai toujours autre chose à faire. Ce qui fait que finalement je publie peu parce que il faut toujours parfois quelques amis m'incitent à envoyer un manuscrit, donc je le fais, et on sait bien que les éditeurs eux-mêmes sont très pris par l'édition et refusent souvent ce qu'on peut prendre tel ou tel manuscrit au profit de tel ou tel autre. Donc c'est tout à fait. C'est le jeu. Hein. Oui. Puis de toute façon, en fait, peu importe le nombre, hein, c'est la qualité qui importe. Hein. Donc, Bien sûr. Voilà. Alors, justement, au niveau de la qualité, on parle de recueil, là. Je pense qu'un livre essentiel pour toi et que tu as mis en scène s'intitule « Un boing, c'est tout ». Alors, ce livre a été écrit au fil du temps, donc, hein, et sans faire de parallèle avec Jean-Claude Martin, que tu connais, et donc avec lequel je parlerai dans une autre émission, a écrit « Plus d'un âne s'appelle Martin ». Alors, pour ma part, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec Bon Giraud, mais sait-on jamais.
J'ai bien fait Robingo malgré tout, mais bon, ça s'est arrêté là. Alors, mais au-delà de cet aparté, j'ai l'impression que tu as trouvé là, dans ce recueil, justement, la matière à couler ta poésie dans ce qui te fait, justement, Yves-Jacques Boin, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qui t'a déterminé à écrire ce recueil, en fait, au fil du temps, quoi? Oui, c'est un petit peu compliqué. D'abord, très très souvent, les recueils mettent beaucoup beaucoup de temps à arriver Mhm. à être définitivement écrit, si on peut dire qu'un poème ou qu'un recueil est définitivement écrit. J'ai toujours l'impression qu'on peut le modifier, qu'on peut changer des Oui. choses. Mhm. Euh, je voudrais peut-être, pour essayer de répondre à ta question, euh, faire deux citations. Une, Mhm. justement, donc, des citations qui se trouvent dans ce recueil Un point, c'est tout. Dans un texte qui s'appelle Tout en partie, je commence ce texte en disant: Je ne suis pas la version définitive de moi-même. Mhm. Et puis, je voudrais aussi citer Patrick Kremer, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, Mhm. qui avait créé la revue Courant d'Ombre. Ouais. Et j'avais choisi une citation de lui, enfin un court extrait d'un texte de lui dans un texte que j'avais écrit qui s'appelait Gigogne, Cigogne, et où il dit: En art, seule existe la nécessité, cela que rien ne peut contenir, qui s'empare de l'être et le traîne devant le tribunal de la page blanche. Voilà. Je pense que l'écriture de ce recueil, mais comme de tous les autres Ouais. d'ailleurs, vient aussi de ce principe dont parle Rainer Maria Rilke Ouais. dans les lettres à Mhm. un jeune poète. Oui. Quand on doit écrire, on ne peut pas faire autrement que d'écrire, et Oui. c'est quasiment une question de vie ou de mort, quoi. En fait, je me demande si la page blanche existe vraiment quand on est obligé d'écrire, quand on se sent tiraillé par ce besoin d'écrire. Je... Oui, Hein? c'est une vraie question. Parce que, effectivement, moi, si j'ai pas, à un moment, si j'ai pas besoin d'écrire, ben, j'écris pas. Enfin, pas la Voilà, page tout à blanche, fait. si je veux dire. Voilà. Donc, ça, c'est certain. Mais oui, je t'en prie, continue, je t'ai interrompu dans ce que Oui, tu non, voulais non, dire. c'est pas grave. Ce que je voulais dire par rapport à ce recueil, Un voix, c'est tout, c'est que aussi pour moi, il y a eu euh, de découvrir, mais à travers le jeu des mots, à travers même Mhm. ce qu'on appelle des jeux de mots, ce que pouvait un petit peu m'offrir mon patronyme, Boin. Oui. Mhm. Et c'est souvent c'est un nom évidemment qui m'accompagne depuis ma naissance, Bien sûr. mais qui était souvent un peu moqué parmi mes camarades de classe, par exemple, qui eux, ne s'empêchaient pas de faire des jeux de mots sur lui. Bien sûr, oui. Donc je me suis dit un jour, moi je vais essayer de tous y faire, en faire beaucoup. Et puis à travers effectivement cette jonglerie amusante, on va dire, eh bien sortir des sonorités, Mhm. sortir des expressions avec mon Mhm. nom, d'essayer d'inventer des choses autour de ce patronyme, m'a permis en fait d'écrire un certain nombre de textes qui, j'espère en tout cas, ont un contenu plus important et révèlent des choses de l'écriture, hein, des choses de ma vie et de cette écriture, donc qui accompagne ma vie en Mhm. permanence. Alors est-ce que j'ai découvert une version définitive de moi-même? Je ne pense pas, parce que je pense que cette version définitive, elle n'intervient qu'à la mort de chacun. Oui. Donc la question est réglée de ce côté-là. D'accord. Alors, maintenant, on a un peu abordé ton métier de comédien là, dans la première partie, là, la première question. Mais comment la vocation t'est-elle venue et dans la mise en scène donc d'un auteur, puisque c'est essentiellement ce que tu fais, comment s'opère l'alchimie avec toi? Est-ce qu'il te faut déjà, enfin je suppose, comprendre, aimer, pouvoir entrer en fait dans le poème
pour pouvoir ensuite exprimer ce que tu ressens sur scène. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, justement, du rapport avec le poète que tu, Oh, oui, que tu vas lire, quoi. oui. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que lorsque je vais dire ou lire un poème, je vais avoir le sentiment qu'il m'appartient. Mhm. Il est entièrement de moi, si j'ose dire. Oui. Donc ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Ce que je voudrais peut-être dire, c'est que en fait, le premier spectacle dans lequel j'ai joué, qui était créé par Pierrette, qui était mon Mhm. prof d'art dramatique, proposait des textes de La Fontaine et des textes de Rimbaud. Une première partie qui était La Fontaine, une seconde partie qui était Rimbaud. Oui. Et en fait, ce métier que je débutais, ce métier de comédien, assez rapidement a abouti à la création de la compagnie Le Théâtre pour de vrai. Mhm. Et puis, cette structure-là m'a permis plus de liberté, de mettre en scène un certain nombre d'auteurs. Mhm. Et évidemment, c'était moins des auteurs de théâtre que des poètes, puisque j'ai mis en scène Max Jacob, Henri Michaud, Mhm. juste après sa mort d'ailleurs, en Ouais. 85, et aussi des poètes moins connus comme André Ardelais, un Mhm. immense poète, Paul Éluard bien évidemment, Mhm. Pierre Reverdy, Kateb Yassine pour parler des gens venant d'ailleurs, René Char, Saint-John Perse, Jean Grosjean aussi, grand poète, Robert Desnos bien évidemment, Oui. Mhm. accompagnera jusqu'à ma mort, Mhm. Daniel Arms aussi, Robert Walzer, Stig Dagerman, Claude Roy, enfin bon, voilà. Et puis, ça c'est, je dirais, pour les poètes disparus. Mhm. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un jour Ludovic Janvier, Mhm. avec qui j'ai ouvert une belle amitié d'ailleurs, qui nous a quittés il y a quelques années. Et j'avais fait une lecture spectacle avec ses textes, Guy Goffet aussi, Mhm. que j'ai dit en spectacle. Donc, avec d'autres compagnies aussi. Hein, je pense à Benjamin Fontaine, un Ouais. immense Mhm. poète aussi qu'il faut lire. Spectacle que j'avais fait avec Ève Griliquez, qui était une dame de la radio et de la télévision. Et puis le chanteur Jacques Robert, un chanteur qui nous a quittés aussi il y a quelques années, Mhm. de façon assez tragique. Et puis Joseph Youssef Attila aussi, Ouais. qui est un grand poète hongrois, Ouais. avec qui j'avais fait un spectacle à la Maison de la Poésie de Paris avec Kata Varga, Mhm. une comédienne hongroise. Voilà, je pense que avec ces poètes, il y a eu une fusion qui s'est créée entre eux et moi. Mhm. Et c'est vrai que lorsque je travaille avec d'autres comédiens, très souvent je leur disais qu'il ne s'agissait pas, lorsque l'on crée un spectacle de poésie, il ne s'agissait pas de tenir un personnage, mais de tenir une parole. Oui. Mhm. Et on devait sentir que l'ensemble de cette parole, qui était donc partagée entre tous les comédiens qui participaient au spectacle, était dite par tous. Même lorsque l'un ou l'autre se taisait et que l'autre intervenait, proférait, mais c'est comme si soi-même Mhm. on proférait ce texte. D'accord. C'est une seule Mhm. et même voix. Et ça, c'était très important pour moi. Et- Voilà, bon, alors, assez souvent, ces spectacles étaient accompagnés, bien Oui. sûr, par des musiciens. Ouais. C'est vrai que Louis Rigou, par exemple, a créé carrément une musique pour le spectacle sur Benjamin Fontaine. D'accord. Mhm. Pour le spectacle que j'avais créé qui s'intitulait Rue Ardelais, sur Ouais. les textes d'André Ardelais, Mhm. c'est Pascal Turbet qui avait mis en musique les poèmes, donc on chantait aussi D'accord. les poèmes Mhm. d'Ardelais. Bon, je dirais que lorsque j'interviens avec les poèmes d'un auteur, pour moi c'est comme si j'entrais dans un nouveau pays, je dirais. Oui. J'entre dans ce pays et je m'y sens bien en général. Oui, je pense, oui.
pour que le spectacle soit réussi, il faut que tu t'y sentes bien, je pense, hein, Oui, ou que les oui, comédiens. Juste une petite aparté, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de comédiens comme toi? Ou est-ce que ça se fait plus rare, les gens qui reprennent les poèmes à leur compte et puis qui les disent sur scène? Enfin, bien sûr, il y a non, cette période un peu compliquée, mais en général. non, je crois il y a pas mal de compagnies Oui, qui prennent en charge l'œuvre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas un choix de poèmes oui. de poètes contemporains, hein, parce que Mhm. là, on a peu parlé des contemporains, mais Oui, bon, et pas seulement, hein, bien sûr, Rimbaud, oui, Baudelaire, bien Verlaine, sûr. La panoplie est assez large. oui, oui, oui. Oui. Mais non, je pense que la poésie est pas, on la laisse pas tomber. Justement, à ce propos-là, bon, pour ma part, moi, j'aime pas cataloguer la poésie, la mettre, disons, dans un tiroir ou sur une étagère. Alors, toi qui, justement, as mis en scène tant de poètes et puis de poèmes, je ne sais pas si tu en sais le nom, mais bon, peu importe. Finalement, qu'est-ce que la poésie pour toi? En quelques mots. Oui. Je sais, c'est une question un petit peu... mais bon, voilà, je te la pose quand même. Oui. Alors, je dirais, c'est avant tout le bonheur de respirer Mhm. à plein poumon. Ça vraiment. Hein. J'ai maintenant, lorsque je présente mon travail dans un curriculum vitae, la première chose, c'est la citation de Gaston Bachelard qui dit: La poésie est une joie du souffle, Mhm. l'évident bonheur de respirer. Voilà. Alors je crois que pour moi, la poésie, ça m'offre ça. Voilà, ça c'est certain. Après, plein d'autres choses aussi. Hein. Pour moi, c'est un mouvement intérieur très très profond, Mhm. euh, euh, complexe même, hein, qui permet Oui. de dénouer l'écriture dans la tête, dans la mémoire, Mhm. mais aussi sous mes doigts, mais aussi dans la gorge, sur la page, bien évidemment, ou sur Oui, l'écran bien maintenant, sûr. sous les yeux, dans la voix. Hein, et tout ça, c'est ce que j'appelle le surgissement du poème. C'est-à-dire qu'un poème, ben oui, il surgit. Oui. Ah, d'un seul coup, il nous surprend. C'est vrai. Oui, Alors oui. après, bien sûr, après il y a tout un travail Mhm. d'écriture, de réécriture, de composition, etc. Mais au départ, il y a cette surprise Mhm. merveilleuse du poème. Voilà. Donc c'est une sorte de chant, hein, je pourrais dire aussi, Oui. Mhm. qui jaillit de l'estomac, quoi, hein, Oui. qui Mhm. s'offre à nous. Voilà. Alors, bien sûr, c'est aussi le plaisir de la lecture, d'une lecture attentive, le plaisir de la douceur, mais Mhm. aussi le plaisir de la révolte, mais aussi le désir d'entrer dans les rythmes du poème, d'entendre la jouissance des sons et des Mhm. sens. C'est aussi la finesse sensible du souffle et de l'émotion. Oui. Des poèmes qui Mhm. sont d'une délicatesse parfois extrême, qui sont absolument merveilleuses. Une délicatesse superbe, quoi. Bon, et c'est vrai que pour moi aussi, c'est la parole qui porte le poème. Oui. C'est-à-dire Mhm. que les mots deviennent paroles. Mhm. Bon, Alors, voilà, j'ai un peu dit. c'est très... Non, non. À la fois, c'est aussi le fait de voir des mots. Oui, oui, mais oui, voilà. Mais de toute façon, on sait que la poésie, on pourrait débattre longuement sur elle, et donc, en fait, ça appartient à chacun. Chacun a sa propre Tout à façon fait. de penser la poésie. Alors, si tu le permets, pour terminer, je voudrais lire un court extrait donc de ton livre, donc Un boin, c'est tout. Et puis, à Oui, l'issue de cette petite lecture, te poser une petite question. Alors, d'accord. c'est le... Donc tu l'as écrit, alors j'ai plus la date aussi, en avril 1997, et il s'intitule Le poème n'est pas.
Le poème n'est pas encore écrit. Pour commencer, il me faudrait ce fameux premier vers, la phrase donnée, la phrase inaugurale permettant ensuite de dérouler le texte tel un rouleau de papyrus. Vers de tête qui creuserait en aveugle la galerie du poème dans les neurones, succédanés tortillards de synapses, pratiquerait des étais pour prévenir la chute des mots, puis ferait tenir le tout debout. Ah, ça se tient. Tiens-toi bien, poème. On te regarde. Tiens-toi droit à la table des avaleurs de palabres. Tiens tête, pardon, à ceux qui gloseront. Alors, en fait, ma question, c'est, tu parles du poème, mais en fait, le poète n'est-il pas là pour tenir tête au monde qui l'entoure? En 2 ou 1000 mots, qu'est-ce que tu peux me dire au sujet du poète par rapport au monde qui l'entoure? Oui. Je dirais que le fait même d'écrire de la poésie, c'est une façon de tenir tête au monde qui nous entoure. Déjà, simplement cet acte-là, ce mouvement-là. Parce que c'est vrai que si la poésie n'existait pas, comme diraient certains, la poésie c'est pas essentiel. Hein. Oui. Bon, voilà. À cette limite-là, rien n'est essentiel. Oui, absolument. Et moi, je pense rigoureusement le contraire. Oui. Car je crois que la poésie est essentielle, aussi bien pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la vivent, pour ceux qui la disent, que pour ceux qui ne la connaissent pas. Ils ne savent pas qu'à un moment ou à un autre, la poésie, d'une certaine manière, les aide à vivre, les aide à respirer à leur propre insu. Tout à fait, oui. Et je pense même, et là c'est un autre débat, peut-être que l'homme préhistorique, au départ, il était artiste finalement. Il me semble. Oui. Il me semble. Oui, très Et certainement. après, je ne vais pas rentrer dans le débat, je pense que des spécialistes nous en parleraient beaucoup mieux que ça. Mais écoute, Yves-Jacques, je te remercie bien, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non, pas du tout, sinon te remercier moi-même. Ben, c'est moi, hein. J'espère que les spectateurs, ou je ne sais pas comment les nommer, enfin ceux qui regarderont cette vidéo, auront apprécié de te découvrir ou de te redécouvrir. Donc voilà, je remercie tous ces spectateurs, ou comme vous voudrez, de regarder cette vidéo. Et donc à bientôt pour un prochain numéro donc, de Fermentation Poétique. Merci. Merci. La minute exacte. La minute qui séparait 23h59 de minuit était fort impatiente d'arriver au moment crucial. Mais elle n'osa pas presser le pas, ou plutôt, pour être plus exact en matière de vocabulaire, elle n'osa pas presser la seconde, à cause de son sens de l'éthique qui lui interdisait tout débordement d'horaire. Ses parents lui avaient toujours dit qu'il ne s'agissait pas d'arriver ni en retard, ni en avance, quand on avait ne serait-ce que le 60e d'une responsabilité. Elle s'était toujours tenue à cela, même si elle s'en rendait bien compte, c'était elle qui avait la part la plus importante et la plus nécessaire dans cette affaire, puisqu'elle décidait de la bascule de 23h59 à 0 heure, l'instant où 24 égale 0. Elle arriva donc à l'heure à la seconde près, et personne ne sut rien de cette histoire. Minuit sonna 12 coups, et il ne fallut pas plus d'une seconde pour oublier cet instant mémorable.